Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a longtemps été le psy le plus médiatique de France, chroniqueur de Laurent Ruquier notamment, sur France 2, France Inter ou encore Europe 1. Gérard Miller, 75 ans, fait l'objet d'au moins 6 plaintes pour viol ou agression sexuelle, des faits qui, d'après les plaignantes, se sont déroulés chez lui à Paris dans le cadre de séances d'hypnose. L'affaire a été révélée le 31 janvier par le magazine Elle. Dans la foulée, des dizaines d'autres femmes ont raconté à l'hebdomadaire avoir été victimes d'agressions sexuelles ou de comportements jugés inacceptables de la part de Gérard Miller. De quoi est-il accusé ? Comment se défend-il ? Les faits dénoncés sont-ils prescrits ou non ? Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui avec 3 journalistes du Parisien, Benoît Daragon, spécialiste média, Louise Colcombé et Jean-Michel Décugis du service police-justice du Parisien. On commence ce récit en décembre 2023. Le 21 décembre, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche sort sur Arte une série inspirée de sa vie. À ce moment-là, elle évoque dans plusieurs interviews l'emprise qu'elle a subie pendant 6 ans de la part d'un réalisateur qui avait 25 ans de plus qu'elle à partir de ses 14 ans en 1986. Louise Colcombé, au départ, Judith Godrèche refuse de donner le nom de ce réalisateur, Benoît Jacquot, mais une internaute l'alerte sur un vieux documentaire où lui, Benoît Jacquot, parle d'elle. Oui, c'est un documentaire qui a été réalisé en 2011, qui a été exhumé et transmis à Judith Godrèche et qui, selon son récit, va lui donner la nausée parce que, de façon très décomplexée, Benoît Jacquot, donc avec qui elle a partagé 6 ans de vie, de ses 14 à ses 21 ans, raconte qu'il ne sait pas filmer une actrice sans être amoureux d'elle et même il considère que c'est normal et que le cinéma lui donne une sorte de couverture, ce sont ses mots, pour des trafics illicites ou des mœurs de ce type-là. Faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Et là où elle va vraiment être horrifiée, c'est quand elle entend qu'en fait ce n'est pas son désir à lui, mais que c'est elle qui l'aurait provoqué, puisqu'il dit... Une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi en principe, j'avais pas, et moi 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Donc là, pour elle, c'est un verrou qui saute et elle décide d'aller au bout de la démarche et d'enfin nommer celui que tout le monde avait reconnu dans la série, c'est-à-dire Benoît Jacquot. Louise Colcombé, celui qui pose les questions à Benoît Jacquot, c'est le psychanalyste Gérard Miller et son ton surprend beaucoup. Oui, alors il y a plusieurs intervenants dans ce documentaire qui s'appelle L'Interdit, les ruses du désir. Et quand on parle de Benoît Jacquot, la question qui est posée, c'est un petit peu comment le réalisateur a-t-il pu s'affranchir de certaines barrières psychologiques. C'est très complaisant, toutes les questions ne sont pas restées, mais on sent en filigrane qu'il y a une certaine complaisance parce que Benoît Jacquot va assez loin dans ses propos, il sourit beaucoup et on comprend qu'en fait, en filigrane, on a l'impression que Gérard Miller ne trouve pas grand-chose à y redire et même est peut-être presque un peu admiratif. Judith Godrèche a 15 ans quand vous la rencontrez. Pourquoi est-ce que votre vie a comme basculé ce jour-là ? C'est parce qu'il y a pour commencer ce désir qui était là manifesté très radicalement, très violemment par une très jeune femme, de commencer quelque chose, à savoir d'être actrice. Et pour le coup, Judith a braqué mon désir. Mais comme une très jeune femme peut le faire, je crois. Benoît Daragon, avant d'aller plus loin, il faut rappeler que dans les années 1990, 2000 et 2010, Gérard Miller était très médiatique. Ah oui, c'était le psychanalyste préféré des médias, on le voyait tout le temps. Partout. Il a débuté sa carrière médiatique dans le journal Libération pendant la présidentielle de 1988. Il psychanalysait les différents candidats. Et puis très vite, de plateau de télévision en plateau de télévision, il a fait partie du paysage médiatique au point où Laurent Ruquier va lui faire intégrer sa bande. Le plus célèbre psychanalyste du PAF, chroniqueur, animateur, écrivain, auteur pour Marc Jolivet ou Jean-Marie Bigard, voici Gérard Miller. Et c'est à partir de là que Gérard Miller va devenir un incontournable de la télévision française. Vous allez nous rappeler brièvement son parcours. Gérard Miller a aujourd'hui 75 ans et il était à la prestigieuse École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud en mai 1968.
Gérard Miller, il vient d'une famille très bourgeoise, parisienne. Il a grandi dans le 16e arrondissement de Paris, d'une mère pharmacienne, d'un père médecin, d'une famille très aisée. Il va faire ses études dans des prestigieux établissements, au lycée Janson de Sailly à Paris, puis à Normal Sup. Et pourtant, il va être communiste, faire partie de la Ligue communiste révolutionnaire. Et Gérard Miller, toute sa vie, ça a été quelqu'un classé politiquement très à gauche. D'ailleurs, ces dernières années, il était proche de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui encore, il est toujours proche de la France insoumise. Son frère aîné, qui est psychanalyste lui aussi, est lié au psychanalyste de renom Jacques Lacan, disparu en 1981. Gérard Miller, il a un grand frère qui a 50 plus que lui, qui va épouser la fille de Jacques Lacan, qui est le roi de la psychanalyse, un monument intellectuel français. Et Gérard Miller va vivre par alliance ce lien avec cette grande famille intellectuelle française. Benoît d'Aragon, dans son documentaire de 2011 et donc toujours visible sur YouTube, le ton de Gérard Miller semble tellement surprenant, complaisant face à Benoît Jacquot, qu'il est invité à la télévision pour s'expliquer dans l'émission C'est ce soir sur France 5, le 10 janvier. Et il se défend, il est sur la défensive, et il explique plutôt maladroitement qu'il y a eu une prise de conscience au moment de MeToo, et que lui, la génération de 68 arts, pensait que le désir des femmes était toujours lié au désir des hommes, et qu'effectivement, d'ailleurs, il signale qu'en mai 68, il n'y avait que des hommes sur les barricades. Nous avons perpétué le vieux monde. Toutes les figures de mai 68, c'était uniquement des hommes. C'est très confus, il parle de transgression de l'interdit. Enfin, sa défense est assez maladroite. D'ailleurs, il se fait recadrer par Aurélie Filippetti, qui est une ancienne ministre de François Hollande, qui est à ses côtés et qui lui dit non, sortir avec une jeune femme de 14 ans quand on en a 40, c'est pas transgresser l'interdit, c'est tout simplement illégal. La loi, elle est claire. La loi, elle interdit ça. Elle interdit les relations avec des enfants de 14 ans. Louise Colcombé, en voyant cette émission et en entendant Gérard Miller, plusieurs femmes qui ont croisé la route du psychanalyste sont révoltées. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit précisément ce soir-là ? Il remet effectivement son documentaire dans un certain contexte en expliquant que beaucoup de choses ont évolué, et notamment le mouvement MeToo, qu'il qualifie de révolutionnaire. Et il va même plus loin, et c'est ça qui va ulcérer ces femmes, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à dire « c'est génial MeToo, et la fierté de la France, ce sont les femmes qui parlent ». Il faut bien mesurer effectivement ce qui a changé, sinon on oublie qu'est-ce qui a été révolutionnaire dans MeToo. Et c'est pas seulement, c'est le fait que quand on parle de fierté de la France, c'est les femmes qui parlent. C'est ça la fierté de la France aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles se sont dit à ce moment-là, eh ben très bien, on va parler. L'une d'entre elles alerte la rédaction du magazine Elle sur ce décalage entre les discours et les actes. Et le 31 janvier, l'hebdomadaire publie une longue enquête s'appuyant principalement sur 3 femmes qui dénoncent un viol et des agressions sexuelles. La première est une journaliste et autrice qui s'appelle Muriel Cousin. Elle avait 23 ans quand elle a rencontré Gérard Miller en 1990. Lui en avait 42. Alors elle va relater un épisode ancien qui remonte à l'époque où elle était étudiante, jeune pigiste en fait. Donc ce sont les journalistes qui vendent leurs articles à la pièce. Elle travaille dans un mensuel qui n'existe plus, mais à l'époque, elle y croise Gérard Miller qui est ami avec le patron de ce magazine. Elle le croise une première fois, puis une seconde fois, il propose en fait de faire de l'hypnose. Ça l'intéresse, elle se dit que ça peut être un bon sujet à proposer pour le magazine. Elle se rend là où il lui donne rendez-vous et elle raconte qu'elle se retrouve dans une espèce de torpeur et qu'elle sent, mais sans pouvoir vraiment bouger sur le moment, ses mains passer au-dessus de ses vêtements sur son sexe et sa poitrine, et qu'elle a une alarme dans son cerveau qui se déclenche et qui lui permet en fait de se lever et de partir. Et donc c'est la première femme, Muriel Cousin, à être montré son visage, à donner son nom et à accuser publiquement Gérard Miller. Autre témoignage dans cette enquête, celui de Camille, un prénom d'emprunt. Elle avait 19 ans quand elle a croisé la route de Gérard Miller en 2004. Lui en avait 55. À l'époque, elle va avec une amie assister à l'enregistrement de l'émission On a tout essayé sur France 2. Et elle décide d'attendre Gérard Miller à la sortie pour faire plaisir à son père qui est fan du psychanalyste. Elle veut lui demander un autographe. Donc non seulement il accepte de faire cet autographe, mais en plus il va lui proposer ainsi qu'à son ami de poursuivre en fait la journée avec lui. Et notamment il va donc les inviter à venir voir le spectacle d'un humoriste, puis aller boire un verre chez lui.
Elles se sentent évidemment flattées, elles ont 19 ans, c'est quelqu'un de très connu. Il leur sert de l'alcool et il leur propose de faire ce qu'il va appeler un jeu. En fait, c'est une séance d'hypnose où il leur demande d'imaginer tout un tas de choses, des images mentales. Et Camille va sentir qu'il passe la main sous son pull jusqu'à atteindre sa poitrine. À ce moment-là, son amie, elle, se lève et s'en va. Camille est dans une sorte de torpeur, elle reste. Elle explique qu'elle se sent sidérée, qu'elle ne peut plus bouger. Elle décrit un viol ensuite. Elle a réussi finalement à s'extirper de cette situation, à partir. Elle appelle immédiatement sa meilleure amie, elle lui raconte tout. Cet épisode lui est resté en tête toute sa vie. Ça fait 20 ans qu'elle rumine les faits et elle aussi va aller parler publiquement de Gérard Miller dans le magazine Elle. Dans l'enquête de Elle, une autre femme livre un témoignage à charge contre Gérard Miller, c'est l'actrice Anna Mouglalis. À l'époque, elle est toute jeune actrice et Gérard Miller a plusieurs cordes à son arc. Il est également scénariste. Et à ce moment-là, il est scénariste pour un film qui s'appelle La Terminale, qui d'ailleurs met en scène l'histoire d'une jeune élève qui a une relation avec son professeur de philosophie. Et Anna Mouglalis fait partie de la troupe des acteurs qui tournent dans ce film. Et il la convie un soir à venir discuter du film plutôt tardivement. Elle s'y rend et elle est très mal à l'aise. Il lui propose de l'hypnose, il lui propose d'aller visiter son home cinéma, toujours dans cette fameuse maison, et elle décline tout, l'atmosphère se tend, lui explique qu'en fait il va donner toutes ses répliques finalement à une autre actrice, tant pis, elle tient bon, et elle va raconter aussi qu'une autre comédienne dont elle ne donne pas le nom, a confié à l'équipe après avoir, cédé à la proposition de l'hypnose et eu une relation sexuelle, comprend-on, contre son gré. Après la publication de cette enquête, comment se défend Gérard Miller, Benoît d'Aragon ? Gérard Miller va publier un long communiqué sur les réseaux sociaux où il va nier avoir eu recours à l'hypnose à des fins privées. Il va aussi dire qu'il a la conviction de n'avoir jamais contraint personne. Donc il nie tout viol et toute agression sexuelle. Louise Colcombé, le 7 février, Mediapart publie une autre enquête sur Gérard Miller, enquête s'appuyant sur les témoignages de 10 femmes. Alors parmi ces 10 femmes, toutes ne l'accusent pas de viol ou d'agression sexuelle. Elles racontent un comportement inapproprié, des façons de récupérer des numéros, d'essayer de faire des propositions. Notamment l'une qui était étudiante à Paris 8 où il donnait un cours justement sur l'hypnose. Et à l'issue de ce cours, il lui avait proposé de discuter. Elle raconte qu'elle se souvient s'être dit « il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'il a l'âge de mon père et donc la différence d'âge fera qu'il ne me fera rien ». Et elle se retrouve en fait à devoir lui échapper, à courir autour du bureau en lui disant « mais vous avez une fille de mon âge ». C'est une nouvelle salve de témoignages qui vient corroborer, un peu plus étayer le récit déjà qui avait été fait par toutes ces femmes dans Elle. De son côté, Elle continue de travailler sur l'affaire et le magazine reçoit des dizaines de témoignages. En fait, les 2 journalistes en charge de cette enquête voient leur boîte mail littéralement déborder à chaque salve de révélation. Elles reçoivent de nouveaux témoignages et elles vont rassembler une 40aine de témoignages en très peu de jours, ce qui est très conséquent. L'une d'elles a montré son journal intime qui raconte toute l'histoire, qui est daté, qui permet de donner un contexte, d'appuyer la crédibilité de ses discours. Jean-Michel Descugis, le 21 février, vous publiez dans Le Parisien un long papier sur la plainte de l'une de ses victimes. 3e plainte à ce moment-là connue contre le psychanalyste. D'abord, qu'est-ce que l'on sait sur cette femme qui est aujourd'hui âgée de 39 ans ? C'est une mère de famille. Elle est psychologue clinicienne dans les Yvelines. Elle exerce depuis une quinzaine d'années. Elle rencontre Gérard Miller en novembre 2001, quand elle a tout juste 17 ans et lui 53. Au départ, c'est elle qui contacte le psychanalyste. Oui, elle est en terminale littéraire dans un lycée de banlieue et elle est attirée par la philosophie, la psychologie. Et elle a l'habitude de regarder Gérard Miller parce qu'elle trouve qu'il casse les codes un peu de la psychanalyse, et elle aime sa façon de s'exprimer, et donc elle a décidé d'écrire à Gérard Miller avec une amie de classe qui s'appelle Audrey, avec une feuille de classeur sur laquelle elles vont mettre soigneusement leur prénom et leur âge. Elles vont replier de façon enfantine la feuille comme pour en faire une enveloppe, et elles vont adresser ça à Europe 1 parce que Gérard Miller, à l'époque, est chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier. Elles lui écrivent parce qu'elles veulent l'interviewer pour le journal du lycée. Que se passe-t-il ensuite ? Le 9 novembre 2021, elle se souvient de la date parce que c'est le jour de son anniversaire. Elle a 17 ans. Son téléphone sonne. Au bout du fil, un homme dit « Je suis Gérard Miller, vous m'avez contacté, on peut se voir, je vous donne rendez-vous ».
Au départ, elle croit à une blague. Et puis, l'homme insiste et lui dit « Mais vous m'avez contacté, vous m'avez laissé votre numéro de téléphone. » Et Gérard Miller va lui donner l'adresse de sa maison, son digicode et un rendez-vous pour le dimanche suivant. Et là, Aude arrive à ce rendez-vous avec son ami Audrey et un camarade de classe. Oui, un camarade de classe qui s'appelle Mathieu. Aude se souvient que Gérard Miller avait ironisé sur ce camarade de classe, Mathieu, en leur disant « Ah, c'est votre garde du corps ?» Et puis ensuite, tout s'était passé normalement. Une deuxième rencontre suit dans le courant du mois de novembre. Toujours dans le bureau de Gérard Miller, dans sa maison, les jeunes filles là sont toutes les deux. Elles viennent pour finir leur article. Et là, Gérard Miller va leur proposer une séance d'hypnose. Aude est partante parce qu'elle a envie de connaître cette expérience. Par contre, son amie Audrey est très réticente et ne veut pas. Et ce qui va, semble-t-il, selon Aude, irriter Gérard Miller, qui va dire « ou c'est vous deux, ou c'est personne ». Et le rendez-vous finit comme ça. Quelques jours plus tard, Gérard Miller donne un troisième rendez-vous à Aude, au départ dans un café pour un brunch où est présent Laurent Ruquier. En fait, Gérard Miller n'a jamais coupé les ponts avec Aude. Il a continué à lui écrire des messages. Et donc, il lui a donné rendez-vous pour bruncher après une conférence qu'il avait fait le matin. Et à ce brunch, il y avait Laurent Ruquier. À la fin de ce brunch, Gérard Miller va inviter une nouvelle fois Aude dans sa maison en lui disant qu'il veut lui faire connaître sa pièce japonaise. Très vite, Gérard Miller, à la surprise de Aude, qui ne s'y attend pas du tout, il n'a donné aucun signe, il va se précipiter sur elle pour l'embrasser. Et ensuite, c'est très flou. Elle se voit allongée sur le lit, avec Gérard Miller sur elle, et selon ses souvenirs, Gérard Miller aurait sorti son sexe, lui aurait mis dans la main pour qu'elle le masturbe, et ensuite il l'aurait contrainte à une fellation. On entend dans ce que vous dites que tout a été très vite, qu'elle a été surprise, qu'à un moment elle n'a pas compris ce qui se passait. On sait si elle a bu quelque chose ? Elle ne se souvient pas avoir bu quoi que ce soit, mais son avocate Marie-Paul Pioli est convaincue qu'elle a été droguée. Parce que quand elle ressort de la maison l'après-midi, elle est totalement hagarde et elle n'a plus aucun souvenir. Elle se sent simplement mal, sale, un peu honteuse, mais elle ne se souvient pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est quand une amie lui a envoyé un article de journal en disant qu'il y avait des plaintes de femmes contre Gérard Miller, qu'elle a eu un flash, des images, et que les souvenirs sont remontés d'un coup. Louise Colcombé, il y a beaucoup de points communs dans tous ces témoignages de femmes qui accusent Gérard Miller de viol ou d'agression sexuelle. Alors très clairement, ce sont toujours des femmes jeunes, voire très jeunes, certaines aussi jeunes que 15 ans, qui sont toujours alors ou dans l'entourage proche ou rencontrées sur les tournages de ces émissions qu'on a évoquées, dans le cadre de cours, dans le cadre du cinéma. Et elles ont toutes décrit un peu un même mode opératoire. Certaines parlent de séances d'hypnose, d'autres racontent qu'on leur propose de l'alcool. Des rendez-vous aussi donnés tardivement ou dans des hôtels ou chez lui. Certaines se sont senties piégées parce qu'elles n'avaient plus de transport pour rentrer chez elles une fois la conversation arrivée dans une sorte d'impasse. Il y a tout ce schéma qui semble un petit peu se reproduire de récit en récit, qui semble dessiner une façon de faire qui serait assez récurrente. Benoît d'Aragon, le 29 février, vous publiez un portrait de Gérard Miller dans Le Parisien. Vous avez parlé avec celles et ceux qui ont travaillé avec lui à la télévision ou à la radio notamment. Parmi elles, l'animatrice et chroniqueuse Christine Bravo, avec qui vous avez échangé par SMS. Oui, Christine Bravo, elle a été très heurtée par ce qu'elle a lu dans la presse, des révélations. Elle dit qu'ils avaient conscience tous dans la bande que Gérard Miller était un gros dragueur, qu'ils le voyaient faire, qu'ils se moquaient très souvent de lui à l'antenne. Il faisait des blagues sur ses conquêtes féminines, mais qu'à aucun moment elle imaginait des viols sous hypnose, et que si c'est confirmé, elle serait épouvantée, c'est le mot qu'elle utilise. Ce que nous décrit Christine Bravo, c'est exactement ce que vont nous dire tous les chroniqueurs qu'on va interviewer pendant cette période-là. Maureen Dor, par exemple, qui était chroniqueuse aussi à l'époque, et qui a témoigné récemment contre Nicolas Hulot, raconte la même chose que Christine Bravo, c'est-à-dire qu'elle l'a vu draguer des jeunes femmes, mais non, elle n'imaginait pas qu'il ait pu violer ou agresser sexuellement ces femmes. Un témoin qui parle de façon anonyme dans votre article raconte que Gérard Miller faisait, je cite, son marché dans le public de l'émission de Laurent Ruquier, On a tout essayé sur France 2.
La bande de Laurent Ruquier, elle est unanime. Quand on leur parle, ils nous décrivent que Gérard Miller était systématiquement le premier à passer au maquillage. Il était déjà sur le plateau pendant que les autres se préparaient. Et il allait dans le public discuter avec les jeunes femmes. Et il faisait son marché. Il passait de femme en femme, il distribuait son adresse mail ou son numéro de téléphone. Et il avait un petit surnom dans l'équipe, c'était Monsieur T'as quel âge ? Parce que c'est la première question qu'il posait aux jeunes femmes qu'il croisait. À la date du 29 février, 6 femmes avaient porté plainte contre Gérard Miller, d'après le parquet de Paris, parquet qui avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire le 23 février. Louise Colcombé, est-ce que les faits dont on vient de parler sont prescrits ? Principalement, il y a des faits qui sont prescrits, mais qui peuvent permettre de nourrir une enquête, qui peuvent permettre de décrire une façon de faire, une approche, etc. Il y a des faits qui ne sont pas prescrits parce que, notamment sur mineurs, les délais de prescription ont énormément varié ces dernières années. Donc, on a au moins 2 plaintes aujourd'hui, une agression sexuelle et une pour viol, qui ne seraient pas prescrites. Et à celles-là vont sans doute s'ajouter d'autres plaintes parce que le parquet de Paris a un décompte à l'instant T. Mais pendant ce temps-là, d'autres femmes déposent plainte. En fait, tant que tout n'est pas figé, on ne peut pas en déduire que toutes les plaintes sont prescrites, notamment si une nouvelle plainte arrive, parce qu'il y a un mécanisme qui est appelé la prescription glissante. Une plainte pour des faits plus récents peut finalement lever la prescription pour une autre plainte qui était plus ancienne et qui aurait été prescrite. Et donc l'appréciation se fait au global par la justice une fois que toutes les plaintes sont déposées. C'est pour ça que les avocats rappellent souvent que même si vous pensez que tout est perdu, que les faits sont prescrits, eh bien non, vous pouvez avoir une bonne surprise et même peut-être sauver un autre dossier. Benoît d'Aragon, toujours le jeudi 29 février, le magazine de France 2 Envoyé spécial diffuse une enquête sur Gérard Miller avec plusieurs témoignages accablants pour le psychanalyste. Le magazine Envoyé spécial suit 3 femmes qui témoignent contre Gérard Miller. Celle qui m'a marqué le plus profondément, elle se prénomme Charlotte. Charlotte, elle a rencontré Gérard Miller quand elle avait 14 ans. On la suit porter plainte. Les caméras la suivent jusqu'au commissariat, elle la retrouve en sortant. Elle a porté plainte parce que Gérard Miller lui aurait servi un verre à son domicile, elle aurait perdu connaissance. Et quand elle s'est réveillée, elle avait le pantalon sur les chevilles. Je suis sur le ventre et Gérard Miller est au-dessus de moi. Il me reste ma culotte et j'ai le pantalon aux chevilles. Il est en train de me masser, de me toucher les fesses, les seins, le dos. Et là, je suis vraiment prise de panique. Quelqu'un a sonné à la porte. Et cette visite impromptue lui a permis de s'échapper de cet hôtel particulier. Je saute dans mes affaires, je descends et coup de pôle, la personne qui est à la porte y est encore et donc du coup je me sens à la force de partir. Il me dit mais tu restes pas pour déjeuner ? Je lui dis non je suis attendue et je pars. Et le témoignage de Charlotte, il fait froid dans le dos parce qu'on comprend bien que s'il n'y avait pas eu cette visite impromptue, il lui serait sans doute arrivé quelque chose de pire encore. Et ce qui est intéressant, c'est que Charlotte, pendant le tournage de ce reportage, elle pensait que les faits étaient prescrits et elle se rend compte que ça n'est pas le cas et que sa plainte va pouvoir être étudiée par la justice. On le redit, Gérard Miller clame son innocence, il reconnaît ses relations sexuelles mais affirme qu'elles étaient consenties. Il s'exprime aujourd'hui uniquement par écrit ou par le biais de son avocat. Gérard Miller, c'est très inhabituel pour lui, il fait une diète médiatique, il a décidé de ne pas parler. Quand on contacte par SMS, il nous répond d'un SMS assez laconique en disant qu'il est certain de n'avoir commis aucune infraction et qu'il laisse son avocate s'exprimer à sa place. Son avocate ne s'exprime pas, la seule chose qu'elle fait, c'est de rappeler la présomption d'innocence de son client. Mais voilà, Gérard Miller, lui, qui était si médiatique, qui était toujours prêt au maquillage, comme on dit en télévision, ça veut dire que dès qu'il recevait un texto, une invitation pour venir sur un plateau télé, il répondait favorablement. Il a disparu et il a choisi de faire profil bas. Merci à Louise Colcombé, Benoît d'Aragon et Jean-Michel Descugis. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi maintenant, il y a aussi Le Sacre, nouveau podcast du Parisien, consacré aux Jeux Olympiques, au micro d'Anne-Laure Bonnet, des médaillés d'or comme Marie-Josée Pérec ou encore Alain Bernard. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny du service police-justice du Parisien.